Avec ce que nous venons de voir, nous avons maintenant tous les ingrédients d'un système planétaire. Une étoile et ses planètes avec leurs satellites, des comètes, des astéroïdes et des poussières, tout cela en orbite autour de l'étoile. Les planètes situées dans des systèmes autres que notre système solaire sont dites exoplanètes. La première exoplanète, découverte en 1995 à l'Observatoire Saint-Michel de Haute-Provence, fut localisée dans la constellation de Pégase, le cheval ailé de la mythologie. Près de l'étoile 51 Pégasie. Depuis, on en découvre sans cesse. Simplement dans notre galaxie, il pourrait exister des milliards de systèmes planétaires. Mais la vie sur une planète analogue à la Terre nécessite une position très particulière par rapport à l'étoile. Ni trop près, la température y serait trop chaude. Ni trop loin, elle y serait trop froide. Quant à l'exploration de telles planètes, avec les vitesses de nos fusées actuelles n'atteignant pas les 30 km par seconde, soit le 10 millième de la vitesse de la lumière, il leur faudrait 10 000 ans pour parcourir une année-lumière. Et comme l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière de nous, plus de 40 000 ans seraient donc nécessaires pour les atteindre. Qu'ils soient solides ou gazeux, la plupart des objets situés dans les galaxies ont une forme relativement bien déterminée, le plus souvent sphérique, comme les étoiles, les planètes ou les satellites naturels. Restent cependant dans les galaxies ces immenses nuages de gaz et de poussière, situés entre les étoiles ou autour d'elles. Aux contours flous, mais aux formes et couleurs variées, révélées par les capteurs des télescopes. Ces objets depuis longtemps observés et appelés nébuleuses, du latin nebula, qui signifie nuage, sont classés en divers types. Les nébuleuses planétaires sont d'immenses nuages de matière expulsés lors de l'explosion d'une étoile en fin de vie. Ces sortes de bulles se propagent en se dilatant au point de perdre parfois leur forme sphérique de départ. Voici une nébuleuse planétaire située dans la constellation de la Lyre. On peut deviner au centre le reste de l'étoile qui a explosé et dont elle est née. Ici, la bulle s'est étirée en cette dentelle située dans la constellation du Cygne. En voici d'autres, comme celle dite de l'hélice, dans le Verseau, ou celle des altères, dans la constellation du Petit Renard. Un autre type de nébuleuse est celui des nébuleuses à émission, et dont les immenses nuages sont constitués essentiellement d'hydrogène. Ces nébuleuses sont proches d'étoiles extrêmement chaudes et en reçoivent les rayonnements puissants. L'hydrogène ainsi ionisé émet alors sa propre lumière dans le domaine rouge des grandes longueurs d'onde. Voici un exemple typique de nébuleuse à émission. Elle se trouve dans la constellation Persée et sa forme a inspiré son nom, California.
Celle-ci s'appelle North America, rappelant la forme de l'Amérique du Nord. La nébuleuse dite du Croissant est activée par une étoile de type particulier dont elle est la bulle de matière expulsée. Les nuages constituant les nébuleuses sont très divers. Nombreux sont ceux qui, contrairement aux nébuleuses à émission, sont simplement éclairés par des étoiles proches ou internes et ne font que refléter leur lumière. Voici une nébuleuse à réflexion. D'autres nuages nous empêchent de voir ce qui se trouve derrière eux. Ils forment des nébuleuses sombres. Voici une nébuleuse sombre. Mais le plus souvent, les nébuleuses sont composées de plusieurs de ces types et fournissent des images spectaculaires. En voici un exemple, d'ailleurs distinguable à l'œil nu, dans la constellation Orion, sous forme d'une petite tache floue. On peut y voir des zones à émission plutôt rougeâtres, des zones à simple réflexion de la lumière des étoiles et des nébuleuses sombres. Dont une ici, sous forme d'un ectoplasme fuyant, appelé l'homme qui court. Voici la nébuleuse de la tête de cheval. Et celle de la flamme, toujours dans Orion. On a imaginé un arbre de Noël pour celle-ci. En voici d'autres. Ici Pac-Man. La méduse. Notre petit voyage se termine. Nous n'avons pas vu ces singuliers trous noirs dont on ne dispose pas d'image à ce jour. Ces inimaginables concentrations de masse engloutissant par gravitation en un seul endroit tous les objets de leur voisinage, même la lumière, sont des singularités concernant les deux théories inconciliables pour l'instant que sont la relativité d'une part et la mécanique quantique d'autre part.
la théorie des cordes viendra peut-être un jour unifier ces deux théories. Nous avons cependant beaucoup voyagé depuis notre tout premier rendez-vous avec les constellations, puis avec les étoiles regroupées en galaxies. Voici la galaxie M81 dans la constellation de la Grande Ourse. M33 dans Andromède. M64, la galaxie de l'œil noir dans la chevelure de Bérénice. M51, un couple de galaxies en interaction dans les chiens de chasse. M101 dans la Grande Ourse. NGC 6946 dans le Cygne. Et la nôtre, la Voie lactée, seulement visible de l'intérieur. Les étoiles naissent par gravitation et fusion thermonucléaire dans les immenses nuages d'hydrogène. Elles meurent et les explosions finales les plus grosses en supernova fabriquent les éléments nécessaires à la naissance de nouveaux systèmes planétaires. Ces systèmes planétaires, avec leurs tourbillons des planètes, astéroïdes et comètes, accompagnent leur étoile qui les entraîne avec elles dans l'espace. C'est ainsi que la rotation de la Terre sur elle-même nous fait tourner à sa surface à environ 1000 km/h. À quoi s'ajoute la rotation de la Terre autour du Soleil à 30 km par seconde, soit environ 100 000 km/h. Notre système solaire lui-même, tournant dans la Voie lactée, à 230 km par seconde autour du centre de notre galaxie. Notre galaxie tout entière naviguant à 65 km par seconde dans un amas de galaxies voisines, amas entraîné lui-même à plus de 600 km par seconde. S'ajoute à cela l'expansion de l'univers. La gravitation et la théorie de la relativité d'Einstein expliquent les mouvements des astres. Les mesures de l'astrophysique, de plus en plus précises, montrent cependant que la matière visible seule est insuffisante à l'explication de certains mouvements dans les galaxies. Les astrophysiciens étudient plusieurs hypothèses, dont l'existence d'une matière noire, disons plutôt matière invisible, plus conséquente que la matière visible, agissant aussi sur celle-ci. Les hypothèses se succèdent, les théories s'améliorent. Déjà au IIIe siècle avant notre ère, Aristarque de Samos contredisait l'idée du géocentrisme d'Aristote, suivant laquelle la Terre restait immobile au centre du monde, tournant autour d'elle, et proposait déjà que c'était au contraire autour du Soleil que tournaient toutes les planètes. Cependant, le concept d'Aristote d'une Terre immobile, conforme aux écritures bibliques et soutenu par les jésuites, persista ainsi paradoxalement jusqu'au XVIe siècle. Ce n'est qu'en 1530 que Copernic mit fin à la domination du système géocentrique d'Aristote dans un ouvrage mettant les étoiles sur une sphère céleste et les planètes tournant autour du Soleil, comme l'avait pensé Aristarque plus de 18 siècles avant. En 1610, Galilée observa pour la première fois, à l'aide de sa lunette, grossissant seulement 30 fois, le système jupitérien où les satellites tournent autour de la planète, tout comme les planètes autour du Soleil, suivant l'hypothèse de Copernic.
À la même époque, Kepler publie les lois cinématiques des orbites elliptiques de planètes autour du Soleil. En 1687, Newton établit les lois de la gravitation universelle, régissant tous ces mouvements. Ces lois contribuent encore actuellement à la majorité des systèmes mécaniques utilisés. Dans les années 20, Albert Einstein et quelques autres imaginent l'espace-temps et la relativité, complétant ainsi la mécanique newtonienne pour les vitesses très élevées jusqu'à celle de la lumière. De nombreuses générations de scientifiques ont ainsi construit progressivement les connaissances actuelles sur notre univers. Celles-ci nous ont guidés lors de ce petit périple dans notre cosmos.